Salut, c'est Cédric, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va se poser la question de pourquoi ça foire quand on grossit. Pourquoi je parle de cette question? C'est parce que on l'a souvent en fait finalement. Il y a beaucoup d'entre vous qui nous disent, en fait en général, d'ailleurs la question c'est pas celle-là, c'est je comprends pas, j'ai de plus en plus de mal à manager mes collaborateurs. Et c'est en creusant, en posant des questions à la personne qu'on se rend compte qu'en général, il y a eu quelque chose qui a évolué dans l'équipe, et ce qui a évolué dans l'équipe, c'est sa taille. Et donc, pour comprendre ce problème, ce que je vais te proposer, c'est d'abord de te raconter l'histoire de deux managers et de ce qui leur est arrivé. Ensuite, on verra les solutions qu'on peut trouver, et ces solutions, on va les confronter à 3 lois importantes du management qu'il faut absolument que tu connaisses. Avant de commencer, tu as un lien en descriptif. Si tu cliques sur ce lien, tu recevras ce que je vais te dire ici en verbal par écrit. Ça te permettra de garder une trace, c'est pas la peine que tu prennes des notes. Et par ailleurs, ça te permettra aussi d'avoir les solutions aux problèmes que je vais donner dans cette série de mails. Et puis, dernière chose, ça te permettra d'échanger. C'est-à-dire que si tu as des questions par rapport à ça, des remarques, des témoignages, moi je suis très preneur de témoignages, ça m'intéresse de savoir si tu es confronté à ce problème-là, si tu as trouvé des solutions, et si tu as des idées, ou bien au contraire, si tu es en recherche de solutions, et dans ce cas-là, on pourra en parler, on sera à ta disposition pour en parler. Je commence tout de suite avec la première partie qui est l'histoire d'Eric et de Florence, qui sont nos deux managers. Donc Eric, c'est un manager qui est à la tête d'une équipe de 15 personnes. Eric, en fait, il a déjà fait du management et il était à la tête d'un service de 3 personnes et il a été promu à la tête d'une plus grande équipe de 15 personnes. Et donc, quand il a eu sa promotion, évidemment, il était un peu inquiet, mais aussi fier qu'on lui fasse confiance. Et puis, il était aussi plein de bonnes intentions. Et il se disait, il n'y a pas de raison, j'ai réussi avec 3, peut-être c'est un peu plus dur avec 15, mais je vais y arriver. Et son idée, c'était de continuer à faire ce qu'il faisait avant, c'est-à-dire de faire grandir chacun dans son équipe, de les inspirer, d'être avec eux sur le terrain, etc. Mais il avait bien conscience qu'en même temps, il faudrait organiser, optimiser, etc. Et que ce serait peut-être plus compliqué avec 15 personnes. Mais globalement, il s'est dit, je vais appliquer les méthodes que j'avais appliquées avant. Et son objectif, sa visualisation de l'équipe parfaite, c'était une belle mécanique, fluide, efficace, et lui se voyait comme chef d'orchestre, respecté, donnant les grandes orientations, avec des bons rapports avec tout le monde, et une équipe qui jouait sa partition sans faire de fausses notes. Donc ça, c'est Eric. Maintenant, je te parle de Florence. Florence, elle est chef d'entreprise et elle a créé avec une copine une petite entreprise très dynamique dans le secteur de l'aide aux entreprises et franchement, le démarrage est clair. Vraiment génial. Donc assez vite, elles sont passées de 2 à 5, elles ont recruté des collaborateurs et des collaboratrices qui avaient le même état d'esprit qu'elles et c'était génial. Tout le monde s'appréciait, se connaissait bien et puis l'équipe a grossi, il a fallu être 5, et puis maintenant on est 10, et puis on est 12. Et en fait, l'idée de Florence, c'est de surtout pas perdre l'esprit de camaraderie pionnière qu'elle avait au début. Elle se disait même que c'était l'ADN de sa boîte, et donc elle, sa visualisation de sa boîte, c'était vraiment une bande de copains bosseurs, experts, très très bons, et très appréciés des clients. C'était ça sa visualisation. Voilà pour Florence. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour Florence et pour Eric? C'est qu'assez vite, ça a commencé à coincer. C'est-à-dire que, au fur et à mesure de la prise de poste d'Eric ou de la croissance de Florence, il y a eu des petits couacs qui ont commencé à apparaître. C'est quoi des petits couacs? C'est des disputes un peu mesquines, des erreurs chez les clients qu'il fallait, je dirais, corriger. Et puis aussi une espèce d'impression de distance, une perte de maîtrise un petit peu de l'équipe et aussi une perte de contact. C'est-à-dire que très vite, ce qu'ils ont ressenti, c'est une impression de devoir répéter les consignes, de devoir corriger les erreurs, de devoir intervenir un peu en mode pompier. Alors, ils avaient déjà le mode pompier dans leur ancien poste. Ça leur arrivait souvent quand même d'aller résoudre un problème en urgence parce que quand même ils étaient experts, etc. Mais là, ils ont l'impression que c'est de plus en plus souvent. Et c'est un peu pénible. Pour Florence comme pour Eric, c'est l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est mis entre eux et leurs équipes. En fait, ils ont l'impression d'une perte de maîtrise et de contact, c'est ça.
Alors, ce qu'ils se disent l'un comme l'autre, c'est bah ça va se caler avec le temps. En fait, c'est normal. Eric, il se dit bah c'est normal, je suis nouveau, il faut quand même que voilà, je fasse mes preuves, etc. Puis que je m'habitue. Et puis Florence, elle se dit bah c'est normal. Il y a des gens nouveaux qui sont arrivés dans l'équipe, on les connaît moins bien, ils nous connaissent moins bien. Tout ça, il faut que ça se cale. Et donc ils se disent chacun va y mettre de la bonne volonté, ça va se fluidifier, ça va aller. En fait, ils se disent il n'y a pas de raison que ce qui marchait avant ne marche plus maintenant. Et quelque part, on peut pas leur en vouloir. Le problème, c'est que c'est pas ce qui se passe. Il faut bien se rendre à l'évidence. On commence à avoir de la contre-performance. C'est-à-dire que dans le service d'Eric, il commence à y avoir des plaintes qui émanent des autres services. Chez les clients de Florence, de plus en plus, elle est obligée d'intervenir pour dire non, mais c'est pas comme ça qu'il fallait faire, mais pourquoi t'as dit ça au client, etc., etc. Donc, contre-performance. Autre truc un peu pénible, les conflits. C'est-à-dire que ce qui était un petit peu des petites disputes, là, ça devient carrément des conflits. C'est-à-dire que maintenant, il faut commencer à faire des arbitrages entre des gens qui sont pas d'accord, etc., etc. Et puis, il y a un truc encore plus angoissant, quelque part, c'est une sensation de désengagement des salariés. C'est-à-dire que petit à petit, les collaborateurs, ils ont l'air de moins en moins engagés. C'est-à-dire que ceux d'Eric, bah, ils font leurs heures et puis ils rentrent et puis ils voient pas plus loin que le bout de leur nez. Et chez Florence, c'est une déception. On m'avait pas vendu une entreprise comme ça. On m'avait vendu quand même un truc dynamique qui marchait bien, etc. Puis là, j'ai l'impression que je fais jamais les choses bien, tout ça. Pourquoi je donnerais plus d'efforts, etc. Bref, l'endroit où on se trouve aujourd'hui avec Eric comme avec Florence, c'est le même. C'est une énergie positive de leur part qui commence à s'éroder, des regrets qui apparaissent, c'était mieux avant, et d'ailleurs, sur ce sujet, ils sont d'accord avec leurs collaborateurs, et aussi, quelque part, une espèce de déception, une espèce presque d'aigreur, en fait, de se dire, bah en fait, j'aurais dû rester à la taille précédente, c'était beaucoup mieux avant. Donc ça, c'est l'histoire d'Eric et l'histoire de Florence. N'hésite pas, si tu as envie d'échanger sur le sujet et de présenter ta situation ou le sentiment, tu as ce sentiment-là aussi, d'échanger, de nous en parler par mail. Pour ça, il y a le lien en descriptif. En général, ce qui se passe, c'est qu'on cherche des solutions. Évidemment, un manager comme un entrepreneur, ils peuvent pas se satisfaire de cette situation. Et quand quelque chose ne fonctionne pas, il faut qu'ils trouvent une solution. La première solution qu'on essaye en général, c'est eh bien de communiquer davantage avec chacun. C'est-à-dire de se dire, il faut que je rétablisse la qualité de communication que j'avais avant avec chacune des personnes. Ça marche pas, parce qu'on se met à travailler beaucoup plus, et on a de moins en moins de temps et de recul pour faire notre travail à nous. Et de plus en plus, on se retrouve à faire, croit-on, du management, c'est-à-dire de la communication, essayer de résoudre les problèmes, etc., etc. En fait, la première action en général, c'est d'en faire plus. Et c'est plein de bonne volonté, mais ça fonctionne pas. On va voir que ça viole la première loi du management dont je vais parler après, et que c'est pour ça que ça marche pas. Donc, en général, quand on essaye ça, on s'épuise, on s'aigrit, et on devient de plus en plus négatif. On en est tous passés par là. On est arrivé avec un état d'esprit, les gens sont bons, ils vont savoir s'organiser, moi j'ai pas besoin de faire preuve de management, d'être un petit chef, etc. Et puis finalement, on se dit, bah finalement, je suis un peu déçu par les gens. Donc, ce qu'il va falloir que je fasse, parce que sinon je vais y laisser ma peau, c'est mettre des règles et de la discipline. C'est la deuxième solution qu'on envisage, c'est faire preuve d'autorité, organiser davantage, écrire davantage et faire respecter les règles. Ça marche pas non plus. Pourquoi ça marche pas non plus? Pour plusieurs raisons. Ça marche pas non plus d'abord parce que c'est une source de déception pour tes collaborateurs. C'est-à-dire que si déjà ils étaient déçus et désengagés à cause des conflits, ils vont être encore plus déçus et désengagés à devoir suivre des règles et surtout à devoir avoir une personne qui les leur impose de manière, je dirais, autoritaire. Et donc ça va pas marcher. Et la deuxième raison, c'est que toi, moins ça va marcher, plus tu vas essayer d'augmenter la pression, et plus tu vas avoir une pression en retour, et plus tu vas finir par, pas détester, mais avoir une opinion négative sur tes collaborateurs, leur en vouloir, etc. Et tu vas passer tout ton temps à faire appliquer de la discipline et à faire le flic.
Et c'est pas du tout ce que tu voulais faire en tant que manager ou chef d'entreprise. Donc, deuxième solution, mettre des règles de la discipline, ça a peu de chances de fonctionner. Ou si ça fonctionne, ce sera avec un coût énorme qui est que tu vas te retrouver beaucoup moins passionné par ton travail, beaucoup plus à faire du flicage, et aussi tu vas désespérer tes collaborateurs. Et tu vas avoir des performances qui seront moins bonnes qu'avant, finalement. Bon, donc quand tu te rends compte de ça, tu dis, bah oui, en fait, tu te dis, bah non, mais en fait, ce qui se passe, et c'est logique, je peux pas avoir les relations de qualité si j'ai plus de, on verra après avec une des lois dont je vais te parler tout à l'heure, si j'ai plus de 5 ou 8 personnes, si je dois m'occuper de plus de 5 ou 8 personnes. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais nommer des managers. Et c'est normal. Toutes les entreprises qui dépassent cette taille-là, elles commencent à avoir des managers intermédiaires. Donc, tu vas vouloir nommer des managers. Et là, tu vas te heurter à deux problèmes. Le premier problème, c'est que tes collaborateurs n'ont pas envie. C'est-à-dire qu'ils vont te dire, bah non, en fait, moi, je suis super content de mon poste. J'ai pas du tout envie de perdre des relations que j'ai avec mes collègues. Alors, en général, c'est pas avec tous ses collègues, puisque ça marche plus très bien dans l'entreprise, les relations sont mauvaises, mais en tout cas, avec ses collègues proches. Si je deviens patron, je vais perdre la relation. Et deuxième raison, c'est je sais pas le faire. Et toi, tu te dis peut-être aussi, d'ailleurs, bah oui, c'est vrai, ils sont pas capables de le faire. Je vois pas du tout Martine, qui est très très bonne en prise de commande, etc., devenir forte en management. C'est pas, et t'as raison, c'est pas le même métier de prendre des commandes et de faire du management. Et donc, soit tu vas pas le faire, ou tu vas traîner, soit tu vas l'imposer. Et quand tu vas l'imposer, là, ça peut être le carnage. C'est-à-dire que ce que tu vas réussir à faire, c'est à démotiver tout le monde, et surtout à démotiver les personnes dans lesquelles tu as confiance, puisque c'est ces personnes-là que tu vas nommer comme manager. Ces personnes-là vont être déprimées parce que c'est pas quelque chose qu'elles ont choisi, et toi, tu vas être déçu par leur performance. Et en général, elles vont pas rester. Ou tu vas devoir faire marche arrière, et en management, ce qu'on veut pas, c'est faire marche arrière. Le management, c'est de la matière humaine. Tout ce que tu as fait avant, ça reste ancré dans l'esprit des gens. Quatrième solution, qu'on envisage après avoir essayé les trois premières, c'est je vais embaucher. Mais là, à nouveau, est-ce que tu es sûr que ça va marcher? Parce que va falloir que tu trouves quand même des bons managers, des gens qui sont capables de s'imposer très rapidement dans une équipe. Tu vas décevoir tes collaborateurs en disant bah il fait venir des gens de l'extérieur maintenant pour nous contrôler, bah d'accord. Et puis troisième chose, ça coûte, c'est-à-dire le recrutement a un coût. Si tu te plantes, le coût il est même inchiffrable. Mais même si tu réussis, tu vas alourdir ta masse salariale. C'est-à-dire que finalement, il va falloir que les gains qui sont faits par ces managers qui arrivent soient supérieurs à leurs coûts. Et donc, tu vas avoir une pression que tu vas mettre sur ces nouvelles personnes. Et qui dit pression dit qu'on viole la deuxième loi du pouvoir, dont on va parler tout à l'heure, la deuxième loi du management qui est la loi du pouvoir. Et donc, tu risques de pas avoir des résultats à la hauteur de tes attentes. Donc ces quatre solutions-là, c'est celles en général qu'on met en place et elles ne fonctionnent pas. Et pour comprendre pourquoi elles ne fonctionnent pas, il faut que je t'explique les trois lois cruciales du management que tu dois connaître, que je vais te présenter maintenant. La première loi du management dont je voudrais te parler, c'est la loi de la friction. Et elle va te permettre de comprendre, de mettre un doigt sur pourquoi tu ressens tout d'un coup plein de problèmes, alors que ton équipe n'a pas grossi autant que ça. Intuitivement, tu te dis, si j'ai 4 personnes dans mon équipe et que j'en ajoute une, ça va me donner une augmentation de charge de travail, on va le dire comme ça, pour manager les personnes de 25%. J'en avais 4, j'en ai 5, donc je vais devoir passer 25% de temps en plus. C'est ce que tu te dis. Et pourtant, ce que tu ressens, quand tu passes de 4 à 5, et puis de 5 à 6, et puis de 6 à 7, c'est l'impression que les problèmes se multiplient à une vitesse démentielle. C'est-à-dire que, au lieu de travailler 25% de temps de management en plus, tu as l'impression que tu travailles 2 fois plus sur le management. Et en vrai, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe parce que le nombre d'interactions possibles entre les personnes, il va pas augmenter de 25%, il va augmenter de 67%, c'est-à-dire quasiment de 70%. Pourquoi? Parce que quand tu augmentes ton équipe d'une personne,
Le nombre d'interactions possibles entre les personnes et donc de chances que ça foire, il est égal au nombre de personnes déjà présentes dans l'équipe. En gros, si tu fais une courbe, tu augmentes tes personnes de manière linéaire, c'est-à-dire c'est une courbe plate, mais la courbe de la complexité, elle est exponentielle. Et en général, tu vas sentir ça quand tu franchis le seuil de 5 à 6, et puis de 6 à 7, et ainsi de suite. C'est ça qui va expliquer cette loi de la friction exponentielle, qui va expliquer que de plus en plus, tu vas être confronté à des problèmes. Et je vais aller plus loin, parce que pour moi, ça a été vraiment... Le jour où j'ai vu ça, j'ai fait, bah ouais, bien sûr, c'est ça. Et du coup, je me suis renseigné, je me suis dit, donc, cette friction de communication, qu'est-ce que c'est? Et j'ai vu des études, j'ai regardé des études, et très souvent, cette friction de communication, c'est le coût caché le plus important qu'on a en entreprise. Donc, je vais pas te donner les chiffres, parce que je les donne dans une de mes formations, mais vraiment, c'est le coût caché, en fait, qu'on peut pas chiffrer vraiment, mais qu'on ressent très très fort. Et ça, c'est les coûts les pires. C'est tous ces moments où effectivement, tu as des collaborateurs qui disent « Non mais en fait, j'ai pas compris, on m'a pas donné la bonne information » ou bien « Ah mais on manque de communication dans cette boîte. Est-ce que tu as déjà entendu ça dans ton équipe? Je crois que oui. » Ou tous les moments où tu dois répéter un truc. En fait, toutes ces occasions, tous les conflits aussi, toutes ces occasions où il y a du frottement là où il ne devrait pas y en avoir. Et en fait, cette première loi, c'est celle qui fait que plus tu vas augmenter la taille de ton équipe, plus tu vas te rendre compte que les choses se déroulent de moins en moins naturellement ou instinctivement, et plus aussi tu vas te rendre compte qu'en fait, plus tu mets de travail dans l'équipe, moins tu as de gains. C'est-à-dire que quand les gens sont peu nombreux, bah, ton impact quand tu utilises, on va dire, 1 heure de management, il est très fort. Et quand tu as beaucoup de monde, tu mets la même heure de management, tu vas absolument pas ressentir quelque progrès que ce soit. Donc, première loi, la loi de la friction, ce qui explique qu'à 3, tu peux gérer à l'intuition, à 10, tu te fais submerger, et tu peux mettre tout le travail en plus que tu veux, ça va pas marcher. En général aussi, une solution dont j'ai pas parlé tout à l'heure, c'est, on se dit, bah, je peux plus avoir des relations individuelles avec les gens, je vais avoir des relations collectives, c'est-à-dire je vais faire des grandes réunions avec beaucoup de personnes, etc. Et en fait, ça marche pas mieux, parce que finalement, quand tu as devant toi plein de personnes, je dis pas qu'il faut faire des réunions collectives, je dis que ça suffit pas. Quand tu as devant toi un grand nombre de personnes, en fait, t'es pas capable de parler de manière individuelle avec chaque personne avec une grande qualité. Voilà. Donc ça, c'était la loi de la friction. Ça explique pourquoi tu as ce malaise et pourquoi le fait de travailler plus dans ton management, ça va pas fonctionner. La deuxième loi, elle répond à la question pourquoi on est toujours déçu par le recours à l'autorité. C'est ce que j'appelle la loi du pouvoir. En entreprise, il y a 3 formes de pouvoir. La première, c'est l'autorité. La deuxième, c'est l'autorité c'est la hiérarchie, pardon. La deuxième, c'est l'autorité de compétence. Et la troisième, c'est la confiance ou l'influence. Et en général, on en a parlé tout à l'heure dans les solutions, on va passer à la loi de l'autorité hiérarchique parce qu'on est déçu à cause de la loi de la fréquence. On va se dire, bah, à cause de la loi de la friction. C'est-à-dire que puisqu'il y a de la friction, etc., moi, je vais simplifier les choses, je vais faire des règles et je vais m'assurer que les gens suivent les règles, je vais les forcer à travailler comme moi je veux qu'ils travaillent. Comme ça, il y aura moins de friction. Et quelque part, ça paraît logique de dire ça. Et en fait, donc on fait souvent ça quand on est désemparé et un peu déçu de la nature humaine. C'est-à-dire que là, on commence déjà à être déçu de la nature humaine, donc on va mettre de l'autorité en disant ils comprennent pas par la manière douce, je vais mettre la manière forte. Tu vois, ça peut aller jusque-là. Et en fait, ça marche pas parce que tes collaborateurs, en fait, quand tu commences à faire ça, tu commences à leur dire, bah en fait, comme j'ai pas confiance en vous, et puis qu'on n'a pas une très bonne relation, je vais vous imposer les choses. C'est-à-dire que tu vas aller chercher le pouvoir dans la hiérarchie, dans quelque chose qui est extérieur à toi. Et donc, tu vas pas être légitime quand tu vas faire cette chose-là. Il n'y a pas de légitimité derrière le pouvoir hiérarchique. On se dit pas, ah oui, il a raison parce que il a le pouvoir hiérarchique. Non, on sait bien que le pouvoir hiérarchique, c'est une construction dans l'entreprise. Et
Donc tes collaborateurs, non seulement ils vont pas te trouver légitime, mais en plus ils vont repousser les choses, on verra pourquoi, et surtout ils vont perdre leur créativité, leur enthousiasme et leur motivation intrinsèque. C'est-à-dire qu'avoir un patron qui nous impose des choses, c'est pas motivant. Ce qui nous motive, c'est d'avoir un boulot intéressant où on a de l'autonomie, etc., etc. Et donc tu risques de perdre tout ça. Et donc, c'est pour ça que imposer à quelqu'un d'être manager, ça va pas marcher. C'est pour ça que mettre des règles et des trucs comme ça va mal marcher et que t'auras jamais le retour que tu en attends. Peut-être ça va résoudre un peu tous ces conflits, ou plutôt t'en entendras plus parler. Mais en fait, ils vont continuer à exister. Parce qu'un conflit, on le résout pas en mettant de la hiérarchie. En général, ça l'amplifie. Dans l'entreprise, tu as deux réseaux, tu as les réseaux hiérarchiques et puis tu as le réseau d'influence. Et souvent, c'est pas la même chose. Donc, plus tu t'accroches au contrôle, moins tu en as. Et plus tu vas mettre en place un management à la pression, plus tu vas perdre la qualité de relation que tu avais avec tes collaborateurs et plus tu vas passer ton temps à faire du flicage. Et donc, tu vas perdre ta motivation et en plus, tu vas te mettre à détester les gens de plus en plus parce que tu vas voir que ça marche pas. Donc, la loi du pouvoir, c'est ça. C'est ce qui marche le mieux, c'est la confiance, c'est pas l'autorité. C'est ça qu'il faut retenir dans la loi du pouvoir. Troisième loi qui va expliquer pourquoi on n'arrive pas à changer les choses dans une entreprise. Ça s'appelle la loi de la fréquence. Ton job en tant que chef d'entreprise ou manager, c'est de changer les choses. C'est-à-dire de faire évoluer les comportements entre les personnes, les actions qu'ils font, pour obtenir un meilleur résultat. C'est ça ton job. Si t'es pas là pour faire ça, en gros, en tant que manager, tu ne sers pas à grand-chose. Et la manière dont on nous a appris à changer les comportements, c'est en utilisant ce que j'appelle la force. La force, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être l'autorité hiérarchique telle que je le décris, en disant « vous allez changer parce que je veux que vous changiez », mais ça peut être donc des grands recadrages, mais ça peut être aussi des grandes prises de conscience. Je vais leur montrer à quel point on est dans la merde, ça va les faire réagir, et du coup, je vais obtenir de la motivation de leur part. Ou je vais leur montrer à quel point l'avenir peut être radieux, je vais faire un grand soir en expliquant « regardez comme on est bon », etc. Et donc, je vais obtenir un changement de comportement et les choses vont mieux se passer. Tout ça, pourquoi on y croit? Parce que c'est ce qu'on nous montre dans les films, parce que c'est ce qu'on nous montre dans les bouquins, parce que c'est les anecdotes qu'on raconte, etc., etc. Ce qu'on raconte jamais, c'est ce qui marche vraiment. Alors, pour que tu comprennes déjà pourquoi ça marche pas et pourquoi la fréquence va mieux marcher, je vais prendre 3 exemples. Le premier exemple, c'est ce que j'appelle le principe d'Archimède du management. Le principe d'Archimède du management, c'est que quand tu pousses, que tu veux forcer quelqu'un dans une direction, il va exercer une poussée équivalente à la tienne pour ne pas changer. Parce que on n'aime pas quand on nous impose un changement. On accepte très bien les changements qu'on a envie de se faire à soi-même, on accepte beaucoup plus difficilement les changements qu'on nous impose. Et c'est d'ailleurs, tu vas pas forcément rencontrer une opposition virulente, quelqu'un qui va dire « mais non, il n'est pas question qu'on fasse ça, etc. » Peut-être que ton collaborateur, selon son tempérament, va dire quelque chose ou peut-être qu'il va rien dire. Par contre, une fois qu'il sera sorti de ton bureau ou de la grande réunion, il va dire à ses collaborateurs « non mais son truc, j'y crois pas » ou bien « non mais il me l'imposera pas, etc. » Et tu vas faire face à la pire résistance qu'on puisse trouver, c'est la résistance passive. C'est-à-dire le truc, en fait, ça marche pas, pourtant tu leur as expliqué, et finalement il se passe rien, ou tu leur as imposé, tu as recadré, et finalement ça se passe mal, etc., etc. Donc premier principe, la poussée d'Archimède du management. Le deuxième principe, c'est le principe de la grenouille. Alors là, je vais mettre un petit disclaimer, parce que c'est un exemple que j'avais déjà utilisé dans un de mes mails, et j'ai une personne qui s'est manifestée en me disant qu'elle était contre la souffrance animale et que cette image était épouvantable et qu'elle se désinscrivait, etc., etc. Donc, je veux préciser, avant de te raconter ce principe, que c'est un principe, que j'ai jamais fait de mal à une grenouille et que je conseille pas qu'on fasse du mal aux grenouilles, aux animaux ou aux êtres humains, etc. Donc voilà, petit disclaimer, c'est une image qui est destinée à marquer les esprits,
mais qui en aucun cas ne promeut la violence animale. Voilà. J'ai fait mon disclaimer, maintenant je peux passer au principe. Le principe, c'est la question, comment fait-on, et c'est là que tu vas comprendre le disclaimer, comment fait-on pour faire bouillir une grenouille vivante? Il y a deux méthodes, une qui marche et une qui marche pas. Celle qui marche pas, c'est tu mets ta casserole sur le feu, tu mets l'eau à ébullition, tu prends ta grenouille, tu la jettes dans la casserole. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va se brûler, elle va bondir hors de la casserole et tu n'auras pas réussi à l'ébouillanter. Ce que je te conseille de faire, si tu as envie de le faire, mais en aucun cas c'est un conseil réel que je te donne, c'est juste une image. Ce qui marche, c'est de mettre la casserole sur le feu, plutôt de mettre de l'eau froide dans la casserole, de mettre la grenouille dans la casserole, de mettre la casserole sur le feu et de mettre à feu doux jusqu'à ce que ça atteigne l'ébullition. Dans ce cas-là, la grenouille va être heureuse dans cette eau qui va devenir tiède, puis un peu chaude, et au moment où elle deviendra beaucoup trop chaude, elle ne pourra plus sortir puisque le changement aura été imperceptible. Et donc, je te conseille pas non plus de faire bouillir tes collaborateurs, mais ce que je te conseille quand tu mets en place un changement, c'est de la progressivité, et la progressivité marche mieux avec la fréquence. La troisième image que je vais te donner pour que tu comprennes ce principe de fréquence versus force, c'est moi celle qui m'a fait tilt une fois quand j'étais au volant de ma voiture, c'est j'étais sur une ligne droite, je tenais mon volant comme ça, et je roulais. Et puis à un moment, je regarde mes mains, et je vois que mes mains, en fait, quand on roule, elles n'arrêtent pas de faire des petits ajustements. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passerait si je mettais mes mains rigides sur le volant? En fait, ce qui se passe quand tu mets tes mains rigides sur le volant, même sur une ligne droite, c'est que petit à petit, ta voiture, parce qu'il y a quand même des petites bosses et des petites choses qui se passent sans que tu en aies conscience, ta voiture va dévier petit à petit, elle va passer dans le bas-côté, donc tu vas rétablir, tu vas revenir au milieu, puis à nouveau, tu vas mordre le bas-côté de l'autre côté, et ainsi de suite. Et donc, je me suis dit, c'est une bonne image du management qui marche et du management qui marche pas. En tout cas, il y en a un qui est moins destructeur que l'autre, c'est celui où on fait des petites corrections en permanence, c'est celui que je préconise. C'est ça la loi de la fréquence. La fréquence, elle dit, c'est que tu obtiendras plus de choses en faisant des petits ajustements qu'en faisant les choses brutalement. C'est pour ça aussi, une autre image, c'est les plaques tectoniques, on les voit pas bouger, mais elles déplacent des montagnes. Et donc, en management, je pense que la fréquence est une meilleure méthode que la force. Est-ce que ça veut dire qu'il faille pas faire des grandes prises de conscience, des grands recadrages, des choses comme ça, comme dans les films? Si, il faut faire ça. Parce que ça, c'est excitant pour les collaborateurs. Mais ce que je veux dire, c'est que ça suffit pas. En fait, il faut faire ça, effectivement. Et ce que nous montrent pas les films, et ce qu'on oublie, évidemment, rapidement, parce que c'est pas très intéressant à raconter, c'est tout ce qui va se passer derrière, au niveau management, pour mettre en application les grandes prises de conscience qu'on a eues. Donc, si je reprends ces trois lois, la première, c'est la loi de la friction, la deuxième, c'est la loi du pouvoir, et la troisième, c'est la loi de la fréquence. Elles expliquent, ces trois lois, pourquoi on ne peut pas continuer à manager de la même manière quelque chose, une équipe, qui a 5 éléments, par rapport à une équipe qui a 10 éléments. Il faut changer de méthode parce que, naturellement, une friction va se mettre en place. C'est aussi pour ça que tu n'arriveras pas à tes fins juste en mettant de l'autorité et des règles, à cause de la deuxième loi du management, et tu ne pourras pas non plus nommer des managers parce que tu vas leur imposer quelque chose et ils n'auront pas le temps tu vas leur imposer, donc première loi, la loi du pouvoir, et deuxièmement, tu n'auras pas le temps de mettre les choses en place, troisième loi, la loi de la fréquence. Donc, voilà pourquoi je te conseille de changer les choses quand ton équipe grossit et que tu commences à sentir de la friction, mais je ne te conseille pas les solutions classiques. Moi, je vais te proposer une autre solution, on en parlera dans le prochain podcast, mais si tu veux recevoir entre-temps l'explication, les mails et les choses de manière un peu plus construite que ce que j'ai fait dans cet épisode et la solution qu'on peut te proposer, surtout n'hésite pas à cliquer le lien en descriptif. Je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à très bientôt.